Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo autour de la relation de couple, la relation aux enfants, la relation au sein de la famille. Et pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Michel Cacher. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, lors d'échanges informels, nous avons eu l'occasion ensemble d'aborder la relation de couple et la relation aux enfants et toutes les difficultés que nous pouvons vivre. Et tu as commencé à me donner des éléments de ce qui permet une relation plus harmonieuse au sein du couple et avec les enfants. Et du coup, voilà, ma demande, c'est quels sont les ingrédients, les conditions qui vont favoriser l'harmonie, par exemple, au sein du couple dans un premier temps. Alors d'abord, il y a à prendre en compte les plans de vie dans le couple. C'est-à-dire dans le couple, nous vivons sur un plan physique, sur un plan matériel aussi. Nous vivons sur un plan affectif. C'est d'ailleurs souvent ce qui crée le couple. Nous vivons sur un plan intellectuel et nous vivons aussi sur un plan onirique. Le plan onirique étant les projets, étant liés aux projets, aux rêves de vie que nous avons ensemble. Et il y a une harmonie à trouver sur chacun de ces plans dans le couple. Si nous ne sommes que sur un plan, il y a beaucoup de risques que peu à peu ça se dégrade. Donc nous avons à trouver l'harmonie sur au moins 2 de ces plans de vie. Ou 3, voilà, si c'est possible. Et cette harmonie, elle va se mettre en place à partir de nos différentes caractéristiques. Dans l'énéagramme, on développe le fait que nous avons 7 grandes caractéristiques et puis 2 types d'énergie. Alors les caractéristiques, je les cite très succinctement. Il y a une caractéristique qui contribue à ce que nous soyons vigilants aux règles, à la loi, aux normes qui sont nécessaires à la vie. Une caractéristique qui est liée justement à la relation à l'autre, c'est-à-dire le besoin d'être bienveillant pour l'autre, d'être aidant pour l'autre. Une caractéristique qui est liée à notre créativité, à notre intuition, à notre imagination. Nous avons à être vigilants, à laisser venir, respecter notre intuition. Et puis nous avons une caractéristique qui est liée à notre besoin de connaissance, de réflexion, d'analyse. Et puis nous avons une caractéristique qui est liée au fait de prendre soin de soi-même. C'est-à-dire être vigilant à prendre soin de soi sur tous les plans de vie. Et puis une caractéristique qui est liée au fait que nous avons à prendre des responsabilités et à assumer ces responsabilités. Et puis une dernière caractéristique qui est celle qui nous permet d'être en harmonie avec toutes ces caractéristiques. Dans la relation de couple, il y a à comprendre quelles sont les caractéristiques dominantes de l'un et de l'autre. Nous avons souvent 3 caractéristiques dominantes avec lesquelles nous gérons notre vie. Je pourrais même dire nous pilotons notre vie, avec 3 ou 4 caractéristiques dominantes. La personne que je vais avoir en face de moi, alors là je vais parler d'une femme puisque je suis un homme, la femme que j'ai en face de moi, j'ai à comprendre quelles sont ses caractéristiques dominantes, et souvent j'ai à comprendre qu'elle a 1 ou 2 caractéristiques complémentaires aux miennes. C'est-à-dire une caractéristique qui est un peu faible chez moi va être plus forte chez elle. Autrement dit, j'ai à comprendre ça, et elle de même, elle a à comprendre les caractéristiques qui sont dominantes chez moi, et ce qui nous permet de comprendre pourquoi on est ensemble. On est ensemble probablement pour s'aider l'un et l'autre à grandir, à s'éveiller, à trouver du bonheur ensemble, de l'harmonie. Voilà. Et donc, elle va me permettre de cultiver la caractéristique qui serait bon que je développe pour mon équilibre, et je vais l'aider à cultiver la caractéristique ou les caractéristiques qui vont être nécessaires pour qu'elle trouve son bien-être. Si nous sommes dans cette compréhension l'un et l'autre, nous allons nous accompagner et puis nous ferons un chemin de vie très chouette ensemble. Quand tu dis que nous allons nous aider, est-ce que pour toi ça passe par du conseil conscient comme le ferait un formateur par exemple, ou c'est plus une modélisation qui va se faire de manière inconsciente en voyant l'autre fonctionner, il y a quelque chose en nous qui se développe et réciproquement? Oui, il y a les deux. Il y a les deux pour moi. Et bien sûr, ce que tu disais, le modèle, le comportement, à mon avis, est plus essentiel que le discours. Si je lui demande d'être plus bienveillante à mon égard,
Tu vois, ça veut dire que moi, eh bien, je vais, tant que faire se peut, développer ma bienveillance à son égard. Tu vois. Et ma bienveillance à son égard peut lui montrer comment être bienveillant. Voilà. Enfin, donc chacun va être un peu le modèle de la caractéristique qu'il voudrait qu'elle développe. Mais il y a aussi le discours. Si on peut parler ensemble de nos caractéristiques, de prendre conscience de nos caractéristiques, on peut décider ensemble comment nous allons nous accompagner mutuellement. Donc, ce que j'entends, c'est que ce qui va permettre cette harmonie-là, c'est pas uniquement d'avoir un projet commun du genre se marier, avoir des enfants, construire une maison. Non, bien C'est sûr. aussi de comprendre en quoi le couple que nous venons de former est un projet d'évolution personnelle. Il a un sens. Il a un sens. Il a un sens. C'est-à-dire, moi, je pense que je ne choisis pas n'importe quelle compagne. J'en ai pas forcément conscience, mais quand je choisis une compagne, c'est probablement la compagne qu'il me faut à ce moment-là, justement, pour activer chez moi la prise de conscience que j'ai des caractéristiques à développer. Et réciproquement, bien entendu. Voilà. Si nous ne comprenons pas ces écarts de caractéristiques, peu à peu, la situation va se dégrader. Alors, avec plus ou moins d'intensité, mais elle va se dégrader. Ce qui fait qu'à des moments dans le couple, on a des moments de querelle parfois, des moments de fuite de l'un par rapport à l'autre, voilà. Parce que l'autre me confronte trop à ce que je ne suis pas prêt d'entendre, ou de comprendre, ou d'accepter. Donc, bon. Si j'ai conscience de ça, encore une fois, j'ai peut-être à moduler, j'ai peut-être à échanger, enfin voilà. Est-ce que pour autant, je veux dire, une fois que nos caractéristiques se sont équilibrées, développées, celles qui étaient en moins et réciproquement, est-ce que ça veut dire que le couple peut vivre dans l'harmonie, ou est-ce qu'on peut, à ce moment-là, se rendre compte que le couple n'a plus de raison d'être et faire qu'il se délite? Alors, oui, je vais revenir au plan de vie. Je peux trouver un équilibre ou une harmonie sur le plan physique avec ma compagne. Tu vois, ça veut dire qu'on a des activités physiques ensemble, et puis là, ça fonctionne bien. On peut faire du sport ensemble ou des marches ensemble. Voilà. Et puis, j'ai à trouver l'harmonie sur le plan affectif. Et ça veut dire qu'on a une bienveillance l'un pour l'autre, on a de l'affection l'un pour l'autre, et il y a une réciprocité qui fait que c'est harmonieux. Et puis, j'ai à trouver aussi l'harmonie sur le plan intellectuel. C'est-à-dire trouver des échanges, des valeurs, des explications, des connaissances qui seront acceptées par l'un et par l'autre et que l'on pourra enrichir l'un avec l'autre. Et puis, j'ai à trouver l'harmonie sur le plan onirique, c'est-à-dire avoir des projets communs, j'allais dire presque des ambitions communes, et là, ça va être l'harmonie totale. Parfois, dans le couple, nous avons l'harmonie sur un plan ou sur deux plans. Le troisième plan peut être le plan du conflit. Mais quand il y a le conflit sur un plan, j'ai en ressource, au fond, les deux autres plans qui vont permettre de réparer. Voilà. La difficulté, parfois, pour le couple, c'est que le plan qui est le plan conflictuel va avoir une telle importance qu'il va dégénérer sur les autres plans. Alors que les autres plans pouvaient être harmonieux. Mais ça va détruire les autres plans. Donc, encore une fois, j'ai à prendre conscience de tout ça pour me dire, ok, je reviens sur la compréhension. Et la compréhension, ça veut dire être à l'écoute de l'autre. Par exemple, une règle que j'indique souvent, c'est dans le couple, comme avec les enfants, il n'y a jamais de reproche. J'ai aucun reproche à faire. Le reproche est une demande très mal faite, très maladroite. Plutôt que de faire un reproche, j'ai une demande à faire. J'ai beaucoup plus de chances d'être entendu dans ma demande que dans mon reproche. Et dans le couple, donc j'ai de l'écoute à avoir, de la bienveillance, chercher à comprendre et non pas à juger. Voilà, et il y a aussi les signes de reconnaissance positifs que nous avons à nous donner. C'est-à-dire que je dois, enfin pas je dois, mais j'ai besoin de dire à ma compagne, je vais dire assez régulièrement en tous les cas, tout le bien que je pense d'elle, toutes les qualités que je lui reconnais, voilà, tout le bien qu'elle m'apporte.
Et bien sûr, réciproquement. C'est-à-dire c'est une nourriture essentielle pour moi, pour la vie de couple. Elle est encore plus essentielle pour les enfants. Alors avant de venir aux enfants et à la relation parent-enfant, il y a une question qui me vient, une croyance dans laquelle j'ai été longtemps à une époque et que je vois très répandue, cette idée que si c'est la bonne personne, ça doit rouler, alors qu'en t'entendant, moi j'entends qu'il y a quand même comme un jardin à entretenir. Qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message à ceux qui peuvent être dans cette vision que si c'est la bonne personne, ça doit rouler, et que si ça roule pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Là, si j'ai cette personne en face de moi, je vais l'amener à comprendre d'abord quelles sont ses caractéristiques dominantes, quelles sont les caractéristiques avec lesquelles il pilote sa vie. Alors il y a des caractéristiques qui vont lui permettre de piloter un côté favorablement de sa vie, et puis un côté dommageable dans sa vie. Donc prendre conscience de ces caractéristiques et prendre conscience des plans de vie sur lesquels ils les utilisent. Je n'utilise pas forcément les mêmes caractéristiques sur chacun de mes plans de vie. Donc j'ai à en prendre conscience, et puis ensuite prendre conscience des caractéristiques de ma compagne. Tu vois, je l'ai choisie, on a été amoureux, alors, au début, très amoureux, ça c'est le plan affectif, et une partie du plan physique. Et puis peu à peu, ça peut se dégrader, parce que justement, nous sommes confrontés à des caractéristiques qui vont être différentes et que je veux vivre comme opposées, alors qu'elles sont complémentaires. Donc j'ai à prendre conscience de ça. Et puis bien sûr, le partager avec ma compagne de façon à ce que nous puissions grandir ensemble. Donc le couple, c'est un peu comme un jardin, si on ne l'entretient pas, ça devient un terrain vague dans lequel on a moins de plaisir à aller. C'est ça, où il y aura beaucoup d'orties. Tu voulais aussi aborder les caractéristiques, les composantes qui vont favoriser la relation parent-enfant, et j'imagine l'épanouissement aussi de l'enfant. Lesquelles sont-elles pour toi ? Avec mes enfants, j'ai à prendre conscience du modèle que je vais représenter pour eux. J'ai à prendre conscience des messages que j'ai à leur donner. Et notamment, moi je crois beaucoup que nous avons à donner beaucoup de messages positifs à l'enfant. C'est-à-dire lui dire régulièrement les qualités que je lui reconnais. Et puis, bien sûr, l'amener à accroître des qualités qui, je pense, lui seraient utiles. Voilà. Mais les accroître positivement. C'est-à-dire, encore une fois, éviter, je dirais, presque ne jamais faire de reproches à mon enfant. J'ai des demandes à lui faire, j'ai des explications à lui donner. Plutôt que de lui donner un reproche, j'ai à lui expliquer la raison pour laquelle il y a un risque pour lui, s'il fait ceci ou s'il fait cela. J'ai à dire à mon enfant, je suis angoissé, ou j'ai peur si tu fais ci ou si tu fais ça, voilà. Et j'aurais besoin que tu fasses autrement, ou que tu sois autrement. Voilà. En tout cas, je vais faire appel plutôt à sa compréhension, plutôt aussi à l'affection qu'il peut me porter, et puis lui transmettre l'affection que je lui porte. Voilà. Et donc il y a beaucoup, et je vais aussi avoir à comprendre quelles sont les caractéristiques que lui développe. Parce que mon enfant, il va développer des caractéristiques qui ne sont pas forcément celles que j'aimerais qu'il développe. Mais lui, il les a modélisées sur sa mère, sur moi, peut-être sur d'autres personnages. Et il va développer avec efficacité ces caractéristiques. Et puis il y a des caractéristiques qu'il va moins développer, parce qu'il les a moins eues comme modèle, moins eues comme message, alors que ça lui serait utile. Donc ça, j'ai aussi à le comprendre pour l'accompagner à développer ces caractéristiques. Donc, je n'ai pas à vouloir pour mon enfant, j'ai à l'accompagner. Du coup, là, ça m'éveille une question. Au début là, de ce que tu disais dans la relation parent-enfant, ça passait beaucoup par le verbe, la valorisation, l'explication, etc. Le modèle, oui. Et en même temps, j'entends qu'une des choses qui va s'imprimer chez l'enfant, c'est le modèle que j'incarne davantage que ce que je vais dire. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai moi à travailler en tant que parent sur mes parts inconscientes qui me font agir pour permettre à mon enfant de libérer le meilleur de lui, quoi. Si je veux que mon enfant soit plus calme, par exemple, ça veut dire que moi, dans mon comportement, je lui montre le calme, la tranquillité, la bienveillance, les moments de silence, voilà. Et j'arrête d'être agité,
d'être en colère, par exemple, ou voilà. Donc j'ai à lui montrer à être ce que j'aimerais qu'il développe chez lui. Alors que parfois le parent fait le contraire. Il me dit sois sage, mais lui, je le vois perturbé, agité, colérique, tu vois, voilà. Et donc il y a une contradiction. Est-ce que c'est une forme d'incohérence, par exemple, de frapper un enfant pour lui dire que frapper c'est pas bien, il a frappé son petit frère, sa petite sœur. Exactement. D'accord. Et de lui hurler dessus pour lui demander d'être tranquille. C'est ça, par exemple. Voilà. D'accord. C'est ça. C'est les contrastes comme ça qui sont très perturbants pour l'enfant. Parce que l'enfant va se dire, mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Tu vois, et ça le met dans l'indécision jusqu'au moment où, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, il va prendre lui-même la décision. Et là, souvent, il va s'opposer. Ou il va fuir. Donc en fait, c'est difficile pour l'enfant d'être entre ces deux messages. Et ce que j'entends, c'est aussi très confrontant pour le parent de se rendre compte qu'il est en train des fois de vouloir transmettre quelque chose avec cœur et que lui-même n'a pas intégré et qui transmet un message inverse. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Avec les messages. Par exemple, scolairement, on peut dire à un enfant « t'es stupide, tu n'arriveras jamais à rien, tu comprends rien à rien ». Et donc on va ancrer chez lui la croyance qu'il est stupide et qu'il ne comprend rien. Et donc ça, dans un premier temps, sa tendance, ça va être de confirmer cette croyance. Et il va faire en sorte, effectivement, de montrer qu'il ne comprend rien. Alors que je gagnerais à lui donner des signes de reconnaissance positifs, en lui dire « Bien, c'est bien, tu vois, tu es déjà là, bien, c'est bien ce que tu as fait. Bon, tu pourrais peut-être faire plus attention la prochaine fois, mais déjà, voilà, tu vois, plutôt valoriser les acquis que de dévaloriser ce qui n'est pas. » Avant de conclure cette vidéo, Michel, est-ce qu'il y a un dernier point que tu voudrais aborder concernant la relation de couple ou la relation parent-enfant? Justement, je voulais faire le lien entre la relation de couple et la relation aux enfants. Pour moi, la première exigence, c'est d'abord développer un couple harmonieux. Parce que le bonheur de l'enfant est lié en grande partie au début de sa vie à l'harmonie de ses parents. Si ses parents sont dans une harmonie, dans la bienveillance, dans un comportement heureux, eh bien l'enfant va développer ce comportement heureux. C'est-à-dire que l'enfant va être rassuré par le fait que la vie, ça peut être quelque chose de très chouette. Alors qu'à l'inverse, il va vivre dans l'inquiétude. Donc déjà, quand je suis parent, mon premier devoir, c'est d'assurer une relation de couple le plus harmonieux possible. Et puis, ce sera profitable pour mes enfants. Merci Michel pour tous ces conseils. Prenez soin de vous, de votre couple et de votre famille. À très bientôt. Belle vie à vous. Au revoir.